Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute du 9e volet de Fréquence Orage d'Acier, la radio conservatrice sur le web. Ce soir, nous abordons un thème qui me tient beaucoup à cœur, qui est le thème du recours aux forêts, du titre éponyme de Ernst Junger, qui a donné son titre à cette radio et au blog sur lequel elle est adossée. Ernst Junger, qui est un auteur allemand, qui a vécu centenaire et qui a eu une vie pleine d'aventures, puisqu'il a été à la fois un jeune officier distingué dans la guerre 14-18. Il s'est précédemment engagé dans la Légion lorsqu'il était encore adolescent, ce qui a donné lieu à un ouvrage charmant qui s'appelle Jeux africains. Également un auteur important de la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit un essai qui s'intitule La paix, qui a servi de bréviaire aux conspirateurs de la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler de l'opération Valkyrie. Et surtout, il a été un grand romancier, un grand auteur, un grand homme de lettres. Il a également été un grand entomologiste, puisqu'il était collectionneur de papillons, ce qui est moins connu. Et surtout, il est resté dans le siècle comme un auteur qui fait assez l'unanimité en réalité, puisque la critique littéraire de gauche comme de droite lui voue une admiration à peu près unanime et sans borne. Je me souviens d'un numéro de Libération au tournant du siècle qui rappelait ses mérites, à la fois littéraires et humains, puisqu'il a été surtout l'un des grands résistants au monde de la machine. Dans cet essai La paix, on retiendra les pages magnifiques contre ce qu'il appelle l'américanisation de la vie, et en particulier la mécanisation de la guerre, avec aussi une vision très fine, très, très profonde de la psyché humaine dans des ouvrages plus intérieurs, un peu inclassables, comme par exemple Les falaises de marbre, que je vous recommande très vivement. Ce soir, nous allons aborder un livre que je n'ai pas eu la chance de lire. C'est un peu exceptionnel. Je ne parle en général que des sujets que je connais, mais c'est un livre qu'il est très difficile de se procurer. J'ai autour de la table, autour de moi, Julien. Bonsoir. Alexandra Preval. Bonsoir. Et Chinois. Oui, bonsoir. Julien, vous tenez entre les mains un exemplaire aux éditions Point Seuil de cet ouvrage qui s'appelle Le recours aux forêts, qui a aussi un autre titre, qui s'intitule Le traité du rebelle également. Et ce livre est très difficile à se procurer, même sur Internet. Aujourd'hui, je crois que certains exemplaires s'échangent à plus de 100 €. Celui-ci, vous l'avez d'ailleurs chiné, Julien, je crois, au prix modique de 30 € seulement. Exactement. En fait, je tiens entre les mains la dernière édition du traité du rebelle d'Ernst Junger, qui date de 1995. Et à force de veille sur les différents sites de vente en ligne, j'ai trouvé au prix de 30 €, ce qui est un peu cher pour un livre de poche. Pour un livre qui fait moins de 200 pages. Voilà, mais qui est malgré tout un livre très dense, puisqu'on y trouve à la fois des pensées, des aphorismes, des réflexions plus politiques aussi, raison pour laquelle il nous intéresse particulièrement. Et plus largement, je dirais qu'il insuffle un esprit que nous allons retracer un peu au cours de cette émission en abordant d'autres figures littéraires, d'autres auteurs chinois. Oui, il peut y avoir notamment Henry David Thoreau, cet auteur américain qui a écrit le célèbre ouvrage Walden ou la vie dans les bois. Ou d'autres noms aussi qui nous viennent à l'esprit, comme Melville par exemple, ou encore peut-être Ossendowski qu'on évoquera tout à l'heure, ce Polonais qui a fui la révolution bolchevique et qui a écrit un magnifique ouvrage, unique en son genre, qui s'intitule Bêtes, hommes et dieux, qui lui aussi a vécu longtemps dans la taïga russe pour se cacher donc de la poursuite des commissaires politiques. On l'abordera tout à l'heure. On peut penser encore à d'autres types humains. Alexandra Preval, je crois que vous avez en tête 2-3 communautés que l'on abordera peut-être. Oui, j'ai une sympathie toute particulière, mais vous aussi, Monsieur K, pour la tribu des Haïdouks, si bien décrite par Panaïtis Strati, cet auteur roumain, francophile, francophone, et qui écrivait d'ailleurs en français. Assez peu connu, mais qui mérite à être connu, qui a écrit de grandes fresques descriptive de cette Europe centrale, de cette Roumanie qui est son berceau. Et il y a des pages magnifiques sur ces Haïdouks qui sont les résistants en fait aux boyards, qui lèvent l'impôt, qui torturaient, qui pillaient, qui vivaient sur la bête. Donc ces Haïdouks vivaient eux dans leur forêt, dans leurs montagnes et faisaient des raids. On pourra parler peut-être de cette tactique particulière du raid comme guérilla, enfin comme manière de se libérer, venant de ces éléments de nature que personne ne contrôle. Robin des Bois est aussi un exemple. On parle du recours aux forêts. Robin des Bois, il porte bien son nom, il est dans la forêt de Sherwood, et de la forêt va récupérer non pas l'argent des riches, mais l'argent des spoliateurs qui lèvent l'impôt de manière injuste sur les pauvres. Sur les pauvres.
En fait, il ne faut pas avoir une vision sociale de Robin des Bois, les riches contre les pauvres, une vision marxiste, mais une vision éminemment politique de libération, où on se réapproprie l'impôt en partant du cœur de la forêt pour aller vers les villes où sont les autorités injustement établies. Il y a d'autres figures qu'on pourrait également évoquer au cours de cette émission. Cette figure magnifique que l'on voit apparaître Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, absolument. Et qui se passe là dans un autre théâtre, on en parlera tout à l'heure. En Afrique, mais le déroulement est sensiblement le même que dans ce magnifique film qui est Apocalypse Now. Le livre vaut le coup, le film, c'est rare, est encore meilleur que le livre. Et il y a quelques films comme ça qui dépassent en intensité leur inspirateur littéraire, donc en l'occurrence le livre de Conrad. Pour commencer, on peut peut-être donner une citation de ce traité du rebelle, de ce recours aux forêts d'Ernst Junger qui patronne cette émission et cette radio tout entière. Julien. Quant aux rebelles, nous appelons ainsi celui qui, isolé et privé de sa patrie par la marche de l'univers, sera enfin livré au néant. Tel pourrait être le destin d'un grand nombre d'hommes, et même de tous. Il faut donc qu'un autre caractère s'y ajoute. C'est que le rebelle est résolu à la résistance et forme le dessein d'engager la lutte, fût-elle sans espoir. Est rebelle par conséquent quiconque est mis par la loi de sa nature en rapport avec la liberté, relation qui l'entraîne dans le temps à une révolte contre l'automatisme et à un refus d'en admettre la conséquence éthique, le fatalisme. C'est une citation qui est dense, mais en fait elle est à l'image de tout l'ouvrage de Junger qui est extrêmement dense. Mais ce passage résume bien la double face du rebelle, c'est-à-dire l'attitude face au monde qu'il ne peut accepter, mais aussi le rejet du fatalisme, et donc l'entrée dans une résistance. Oui, là on évoquait juste à l'instant la figure de Robin des Bois, il s'agit tout à fait de cela, c'est-à-dire un refus de se soumettre, un refus aussi de la fatalité, d'une part, et un refus de l'injustice qui gouverne ce monde, d'autre part. On peut dire qu'en fait le rebelle représente un double refus, le refus du monde et le refus de l'abdication. Junger essaie de tracer les traits des partisans à venir, des partisans qui éventuellement pourraient libérer ce monde de cette machine qui s'en est emparée, de cet arraisonnement du monde dont parlait Heidegger, qui s'est emparé tout entier par la voie principalement du capitalisme aujourd'hui, disons-le, de l'entièreté de la vie humaine. C'est d'ailleurs pourquoi Ernst Junger faisait 3 figures, le soldat, l'ouvrier bien sûr, et enfin le rebelle, qui finalement était cet homme qui suivait la voie naturelle tout en étant un résistant à ce monde moderne, à ce que vous disiez, Monsieur K, par rapport à l'arraisonnement utilitaire dont parlait Martin Heidegger. Chinois, peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques de Ernst Junger. Alors Ernst Junger, comme vous disiez, Monsieur K a eu une vie riche et longue, puisqu'il a vécu pendant 102 ans. Il a vécu donc du coup des périodes vraiment très importantes de l'histoire contemporaine. Vous l'avez dit, il a été engagé dans les légions, il a même été un soldat de l'armée française, ce que peu de personnes savent, mais c'est son père qui l'a fait rapatrier en Allemagne pour des raisons évidentes à l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est une personne très, très érudite, donc un entomologiste, que vous disiez, et donc un grand littéraire, puisqu'il faut savoir que c'est une famille de littéraires. Son frère, d'ailleurs, aussi était un philologue très, très connu. Stéphane Georg, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver d'ailleurs une réédition de certains de ses travaux sous la direction d'Alain de Benoît. Il a donc beaucoup travaillé et inventé le mot anarque qui désigne celui qui va refuser l'ordre social et politique, qui va refuser le droit de lui imposer ses propres valeurs. Ernst Junger nous laisse en héritage du coup une œuvre vraiment gigantesque, pleine de repères, qui nous aide vraiment à passer la ligne, à recourir aux forêts. Le traité du rebelle, qui va donc nous aider à nous soustraire de ces oppresseurs. Comme disait Ernst Junger, trouver la sécurité dans la sauvagerie des déserts et avant tout dans notre propre cœur afin de changer le monde. Oui, parce que Ernst Junger, en fait, même s'il parle de figures avec un environnement particulier, là on parle de la forêt bien sûr, cette forêt à laquelle il était très attaché lui-même, parce qu'un homme de nature contemplative, un chasseur de papillons, il parle aussi de la forêt intérieure. Il parle d'un retrait intérieur. Quand il parle de l'anarque, il y a évidemment là une critique implicite de l'anarchisme, n'est-ce pas, Chinois ? Oui, effectivement, c'est à la fois cette vision terrestre, géographique, mais cette vision aussi intérieure, donc très spirituelle. La question du rebelle, c'est la question du combat de l'homme qui est à la fois confronté à la nature, au sens propre, et à la fois confronté
à ses propres émotions, à sa propre âme finalement. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut faire le lien avec un autre écrivain, américain cette fois-ci, Henry David Thoreau, qui a écrit Walden ou La vie dans les bois. La vie dans les bois, c'est pas du tout cette question de vivre seulement dans une cabane. C'est aussi la confrontation de l'homme seul par rapport à cette vie intérieure, à sa propre âme. On peut dire que même si c'est dans un monde assez déchristianisé, ça fait penser quand même aux ermitages du Moyen-Âge, aussi à ces anachorètes du désert. Ernst Junger parlait de fuir dans les déserts, mais il s'agit tout à fait de ça. Il y a d'ailleurs un peu partout en France des villages, des lieux qui s'appellent le désert, qui étaient souvent des ermitages. Il y a aussi, je crois, une référence, peut-être involontaire, mais en tout cas des expériences du passé, de retrait du monde, mais d'une certaine façon pour mieux y revenir. On disait au Moyen-Âge, n'est-ce pas, que les moines, alors qu'ils étaient retirés du monde, étaient aussi le cœur battant du monde. Et que sans le secours de leur prière, et sans aussi, je dirais, ce moyen de se ressourcer, la civilisation était elle-même en grand péril. On sait par exemple qu'au moment des invasions barbares, c'est dans les monastères que s'est repliée la culture. Et c'est à se demander si ce n'est pas aussi dans les lieux de réclusion, dans les lieux de retrait, dans ce monde moderne, que ne renaissent pas les choses, Julien. Alors, Monsieur K, je voulais rebondir en fait sur ce que vous disiez sur la forêt. Le fait que la forêt n'est pas un lieu. Ernst Junger parle aussi de la figure du navigateur pour bien faire comprendre en fait cette figure du rebelle. Donc j'ai à nouveau un extrait du traité du rebelle pour les lecteurs qui n'ont pas la chance de l'avoir entre les mains, comme moi maintenant. Quant au champ de sa bataille, la forêt est partout présente. Il existe des forêts au désert comme dans les villes, où le rebelle vit caché sous le masque de quelque profession. Il existe des forêts dans sa patrie, comme sur tout autre sol où peut se déployer sa résistance. Mais il existe surtout des forêts sur les arrières même de l'ennemi. Le rebelle n'est pas sujet à l'illusion d'optique qui fait de l'agresseur un ennemi national. Il connaît ses camps de travail forcé, les cachettes des opprimés, les minorités qui guettent leur heure. Il mène sa guérilla le long des rails et des routes de ravitaillement, menace les ponts, les câbles et les dépôts. Son existence oblige à éparpiller des troupes de couverture, à multiplier les postes de garde. Le rebelle organise les réseaux de renseignement, le sabotage, la diffusion des nouvelles au sein de la population. Il se retire dans l'impraticable, dans l'anonyme, pour se montrer à nouveau quand l'ennemi donne des marques de faiblesse. Il répand une inquiétude persistante, provoque des paniques nocturnes. Il peut même paralyser des corps de troupes, comme l'a montré l'exemple de l'armée napoléonienne en Espagne. Julien, merci de cette très belle citation. On voit là qu'il y a une préoccupation éminemment politique dans ce traité du rebelle d'Ernst Junger. Il ne s'agit pas seulement d'une posture esthétique, un peu dandy, qui consistera à se retirer et à jouer les gentleman farmers avec des bottes aigles en caoutchouc de préférence. Non, là il s'agit véritablement d'un appel à la résistance. Il s'agirait en fait d'un appel à une certaine forme de repli stratégique. Ça me fait penser immédiatement aux écrits de Mao Tse-tung qui expliquent justement que pour gagner une guerre, il est parfois nécessaire de reculer. Et c'est toujours un repli calculé, un repli qui appelle une contre-offensive. Alexandre, un commentaire ? On sait que Junger traite de figures dans son œuvre, la figure du travailleur, la figure du soldat, comme l'a dit Chinois, la figure du rebelle. Cette figure-là rejoint celle du partisan. On a parlé à l'instant même de guérilla du partisan de Carl Schmitt. C'est celui qui combat d'une manière asymétrique, donc c'est le rapport guerrier du faible au fort, mais surtout de celui qui est sur sa terre face à celui qui n'est pas sur sa terre, en tout cas qui n'est pas là légitime. Ce que je vois dans l'œuvre de Junger, c'est évidemment une forêt qui elle-même est une figure. Cette forêt, il le dit lui-même dans son texte, n'est pas la forêt, elle renvoie à l'image, à la figure de la forêt qu'on connaît en Occident. La forêt, c'est le refuge des esprits, des dieux païens. C'est ce qui s'oppose à la ville, c'est de là d'où viennent les loups, c'est ce qui menace les paysans, les bergers et les villes. Les loups sortent de la forêt pour se répandre dans la ville. C'est l'opposition à la civilisation telle qu'elle va. Voilà l'image de la forêt. Elle me fait un peu penser à la forêt de Tolkien aussi. On retrouve les mêmes accents. Et c'est dans ce retrait, vous l'avez très bien dit Julien en citant Junger et vous aussi Monsieur K, c'est de ce retrait que peut venir justement l'assaut. Il s'agit de se retirer pour donner l'assaut et non pas pour contempler. C'est là où je suis un peu en désaccord avec vous, avec le parallèle avec nos moines, enfin avec les monastères. Parce que le moine se retire dans un combat spirituel, le rebelle se retire en vue d'un combat
physique, politique, militaire, partisan, de guérilla. On n'a pas là, même s'il y a une image spirituelle de la forêt, l'objectif, lui, est totalement temporel et stratégique. J'ai une interprétation assez personnelle du traité du rebelle, mais je pense qu'elle pourra éclairer nos auditeurs. Pour moi, le traité du rebelle, c'est un mouvement en 3 temps, alors qu'il n'est pas du tout exposé comme ça par Junger, et on croise avec cette interprétation la figure de l'anarque. Le premier temps, c'est la réaction face au monde. Ce monde est insupportable. Ce monde moderne est immonde. C'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est le retour sur soi. C'est là où on retrouve l'anarque. C'est le recours aux forêts d'une façon géographique ou intérieure et spirituelle. C'est le fait d'être soi-même. C'est le deuxième temps. Et le troisième temps, c'est peut-être la partie plus politique et plus offensive. C'est celle de revenir dans le monde pour le changer. Et pour faire du monde un monde humain ordonné. Merci Julien d'avoir bien recentré, je crois, l'intention d'Ernst Junger, qui est éminemment politique et qui consistait à jeter des messages à la jeunesse de l'avenir afin de lui permettre de recréer les conditions d'une reconquête et d'un renouveau. Ces pages m'évoquent, et ces réflexions, en particulier celle d'Alexandre, m'évoquent le titre d'un autre ouvrage d'un auteur qui s'appelait Lons, qui a eu un certain succès dans les années 30 en Allemagne, qui s'appelait Le Loup-garou, qui met en scène, si je ne m'abuse, il y a longtemps que je ne l'ai lu, un groupe qu'on pourrait apparenter à la Sainte Vême, qui, devant le dépérissement des autorités politiques, se saisissent d'armes, de cagoules, et aussi de leurs plumes, et se mettent à menacer les méchants, un peu les shérifs de Nottingham de leur temps. Et cet ouvrage a eu un tel succès d'ailleurs que les derniers résistants allemands à l'invasion et soviétique et américaine de 1944-45 ont choisi le nom de loup-garou pour se désigner eux-mêmes, justement dans cette logique d'un recours aux forêts afin de défendre leur mère patrie. Alors, on pourrait peut-être maintenant traverser l'Atlantique chinois afin d'évoquer une autre grande figure de la littérature de la forêt, de ce recours à la forêt, de ce retour au bois. Évidemment, je pense à Thoreau. Comme ces auteurs qui parlaient du recours aux forêts, l'auteur de Walden, ou La vie dans les bois, donc Henri David Thoreau, nous donne une vérité. C'est cette primauté des intérêts spirituels sur les intérêts matériels. Déjà, dès le 19e siècle, Thoreau avait compris quelque chose, c'est que ni les automobiles, ni les aéroplanes, pas plus que la télégraphie, ou toutes les inventions, en fait, ne sont des progrès pour l'humanité. Ce qui compte, c'est vraiment la prise en compte du spirituel dans cette quête intérieure. Il faut savoir une autre chose sur David Henry Thoreau, c'est qu'il a été un des pères de l'écologie politique, un auteur très important, en particulier dans le courant de l'écologie américaine. Il est aussi un penseur de l'insoumission, puisqu'on parlait tout à l'heure de la figure du rebelle chez Junger. C'est un auteur de l'insoumission, puisqu'il a écrit un petit opuscule que je recommande à tous les militants de lire, qui s'intitule « De l'insubordination au gouvernement », parce que, disait-il, par l'impôt, d'une certaine façon, on se rend complice de tous les méfaits du gouvernement. Et donc il demandait aux Américains d'être conséquents et de éventuellement faire la grève de l'impôt lorsqu'ils étaient en opposition, par exemple, avec tel ou tel conflit décidé par les bureaucrates de Washington. Mais enfin, on voit bien le lien qu'il y a entre ce ressourcement au cœur de la forêt qu'on retrouve dans Walden et cette logique de l'insoumission aux gouvernements établis, parce que, finalement, la forêt est un lieu qui favorise beaucoup les qualités individuelles, les qualités personnelles même. C'est un lieu où la personnalité peut s'épanouir en raison de l'espace qui vous est laissé, mais aussi sans doute d'un certain isolement. Alexandre. Oui, je suis très, très intéressé par ce que vous développez, Monsieur K, parce qu'on voit par les quelques exemples que nous avons pris depuis le début de cette émission, que ce soit Robin des Bois, que ce soit Thoreau, le recours aux forêts est systématiquement, comme vous venez de le dire, un recours individuel face à un gouvernement illégitime qui perçoit un impôt qui lui-même est illégitime. Or, en forêt, nous sommes dans le chaos, nous sommes dans la vie sauvage, en fréquentant justement les bêtes sauvages. L'homme revient à sa nature animale, archaïque, face à la cité elle-même dégénérée. Et on pourrait quasiment opposer fiscalité en dehors de la forêt et insubordination, révolte fiscale au sein de la forêt, symbolique ou non, qui est développée, qui est décrite dans ces divers récits. Je trouve que l'idée est intéressante de voir cette opposition entre la cité illégitime et la forêt comme ultime recours pour les hommes libres, en fait. Pour les insoumis, on peut peut-être, justement, puisqu'on parlait de fiscalité, je crois que les haïdouks de Roumanie, qui ont été
longuement décrit, on peut même parler d'une fresque, vous le disiez en début d'émission. Par Panaitistrati, absolument. Je crois qu'il y avait aussi des aspects fiscaux à cette Exactement, retraite. la révolte était totalement fiscale. Les boyards, donc qui étaient comme les fermiers généraux en quelque sorte du régime ottoman, qui avaient la main Sur les Balkans. sur les Balkans, percevaient un impôt injuste, se gavant littéralement, se servant eux-mêmes, puis envoyant à leur maître le rebol. Et qui trinquait, au sens propre, c'était le petit peuple roumain. Et ces héros partaient les montagnes. Cette géographie de la montagne, de la forêt, du désert ou de la mer est la même en termes de symbole. Oui, c'est le lieu de la réclusion, du retrait. Du repli. Et ces haïdouks, quelles étaient leurs pratiques sociales? Je crois qu'ils avaient entre eux pas de pratique de l'argent, par exemple. Pas de pratique de l'argent, pas de pratique affirmée de chef. Même si, évidemment, dans tout groupe humain émerge toujours un chef. Le rebelle, parfois, peut user du banditisme pour se financer. Là, renvoyons à Che Guevara sur les pratiques de la guerre de guérilla et de partisans. On peut passer par le coup pour aller piller une banque, prendre des armes, attaquer l'adversaire. Donc on passe face à l'ordre illégitime pour des bandits. Mais en fait, ce sont des rebelles, des insoumis qui cherchent à échapper à l'impôt injuste, à l'ordre social injuste. Les haïdouks avaient aussi pour habitude justement d'attaquer les convois ottomans ou peut-être même les convois de l'aristocratie comprador qui s'étaient vendus aux Ottomans. Le raid est l'essence de la sortie de la forêt pour le groupe qui s'est installé en forêt. Que ce soit, encore une fois, Robin des Bois, les haïdouks, ou même dans les montagnes afghanes, c'est exactement la même chose. Où on s'échappe du désert. Pensons aux aventures de Laurence d'Arabie. Au Moyen-Orient, la forêt, c'est le désert. On sort du désert pour attaquer la ligne de chemin de fer, pour attaquer la ville, pour la prendre à revers. D'ailleurs, il y a peut-être même plus de points communs entre le désert et l'océan. Mais il y a cette solitude, ce retrait, même ce retirement d'une certaine manière. Puis il y a aussi une très grande verticalité. On sait que les peuples qui vivent dans les déserts sont souvent marqués d'une très profonde verticalité, d'une très profonde raideur même spirituelle. On pense au témoignage par exemple d'un Charles de Foucault fréquentant ces hommes bleus. On pense aussi à cet islam très fruste des hommes de Laurence d'Arabie. On pense au Tabor d'Ernest Psychari qui a été abordé à ce micro il y a quelques semaines de cela. Une grande verticalité aussi dans la forêt. La forêt, mais alors, de manière assez étonnante, le désert ou l'océan se prête plus aux religions monothéistes, si vous le remarquez, que ce soit les juifs évidemment, mais les chrétiens, vous venez de parler de la figure de Charles de Foucault, ou les musulmans. Ce sont des religions du désert. Les religions de la forêt, nous les connaissons bien, nous, en Europe. Elles sont plus païennes. Ce sont nos anciens dieux. Ces religions semblent plus noires, d'une certaine manière, plus ombrageuses, plus protéiformes. Et plus variées. Et plus variées, exactement. C'est des verticalités très différentes, mais enfin, je constate un trait commun entre ces expériences qui est quand même un appel vers l'intériorité, un appel aussi à l'élévation du regard. En forêt, on est appelé vers le ciel, en fait. Julien, n'est-ce pas une expérience que vous avez vécue vous-même en forêt? Oui, effectivement. Alors, depuis quelques années, je m'échappe quelques jours, de préférence en forêt, sur les chemins. Cette expérience nécessite peu de moyens, alors je me permets de le préciser pour les auditeurs. Il suffit d'une paire de chaussures correctes, même une paire de baskets, un sac, et puis vous pouvez partir. C'est d'abord échapper aux soucis du quotidien, à la fureur de la ville, ce qui n'est pas une démission, mais plutôt un ressourcement pour se retrouver face à la nature, face à soi. On est tout seul sur les chemins, et c'est là qu'on peut contempler ce que fait la vie. Je vous engage à partir plutôt hors saison. J'ai eu une expérience assez extraordinaire des plages de Bretagne hors saison, en février, donc sous un ciel bien chargé, la température est clémente en Bretagne, et les locaux vous reçoivent beaucoup mieux hors saison. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites là, sans le soleil et tout seul, mais en tout cas c'est une expérience assez extraordinaire, et je vous engage à partir. Pour ma part, j'ai fait quelques expériences intérieures lors de mes rares échappées en forêt, aussi bien d'ailleurs dans le Berry qu'en Bretagne, dans le bocage normand. C'est vrai que la forêt
lorsque le soleil se couche et que la pénombre commence à gagner les sous-bois comme par en dessous, et qu'on entend quelques frémissements dans les feuilles, alors est-ce le vent, est-ce des petits animaux, peut-être la présence d'un cerf un peu plus loin. Tout ça nous remet, comme le disait Alexandre tout à l'heure, dans des dispositions plus primales, plus originelles, et c'est pas inintéressant de voir comment on réagit lorsque on perd ses repères. On perd ses repères urbains, on n'a pas de plan de métro, on est livré à soi. C'est une expérience intéressante et qui, je crois, est aussi utile aux militants politiques, ne serait-ce que parce que la nature, et en particulier la forêt, mais pas seulement, la montagne plus encore, c'est une école d'humilité. Or, je crois qu'on ne peut rien faire d'utile en politique sans beaucoup d'humilité. Julien. Oui, c'est effectivement dans ces expériences-là que nous pouvons vivre à notre rythme et au rythme de la nature, et vivre par tous nos sens qui sont sollicités. Je parlais d'une interprétation en 3 temps du traité du rebelle de Junger, mais c'est là où on retrouve le deuxième temps, le fait de se retrouver soi, de voir comment est-ce que l'on réagit, de voir quelle est notre place dans le monde, et c'est effectivement ça qui nous donne à la fois la force, mais aussi les moyens d'agir politiquement dans le monde. Je voulais aborder d'autres expériences littéraires avec vous qui ont trait à la forêt. Une très sympathique et contemporaine, qui est l'œuvre, puisque maintenant on peut parler d'une œuvre, de Sylvain Tesson. Ses différents ouvrages, alors je pense à l'Axe du Loup par exemple, qui retraçait les chemins des fuyards du goulag, qui traversaient l'Asie du nord au sud pour fuir la Colima par exemple et se rendre jusque dans les contreforts de l'Himalaya. Expérience qui a été retracée dans un roman qui est très contesté d'ailleurs quant à sa véracité, de Radziwiłł, À marche forcée, qui a donné lui aussi un film très beau, mais un film américain qui s'intitule Les chemins de la liberté. Tesson a retracé ce chemin par ses propres moyens et il a validé l'expérience de Radziwiłł. Donc, est-ce une expérience authentique ou est-ce que l'auteur polonais qui avait rapporté ces récits d'évadés du goulag avait plutôt compilé différentes expériences? C'est peu important en soi. Ce qui est intéressant, c'est cette extraordinaire aventure de ces hommes qui ont fui le goulag à travers les steppes d'Asie, du nord au sud, suivant cet axe du Loup que Tesson s'est donné la peine de revivre lui-même. Son dernier ouvrage, sa Bérésina, il a refait le chemin de l'armée napoléonienne de retour de sa déroute de Russie. On pense aussi à ses autres ouvrages plus statiques, ceux-là, qui retraçaient l'expérience de Osedomski, dont on a parlé un petit peu en début d'émission, qui consistait à s'abriter dans une cabane au fin fond de la Sibérie et à vivre au fond des bois pendant presque 1 an, je crois. Alors il raconte des épisodes amusants où il cachait des bouteilles de vodka dans les fourrés pour ne pas toutes les boire pendant l'hiver et pouvoir en retrouver certaines au moment de la fonte des glaces, ses rencontres avec les locaux, avec les animaux. Toutes choses qu'il rapporte dans ce charmant ouvrage qui s'intitule, je crois... Dans les forêts de Sibérie. Dans les forêts de Sibérie. Merci Julien. Qui retrace une expérience, encore une fois, là, d'Ossendowski, qui lui était cet officier polonais, lui aussi, qui fuyant les bolcheviks, alors non pas dans les années 30. Pas officier, hein, si je ne m'abuse, il était médecin. Ah, c'est un médecin, oui. Géologue plus exactement. Mais médecin et géologue. Oui, il était je crois médecin scientifique. Employé par le gouvernement des Tsars. Employé par le gouvernement au moment où survient la révolution rouge. Et il part, il fuit. D'ailleurs, il se retrouve lui-même dans une cabane pendant 1 an ou 2, je crois. Tout à fait. Et il passe l'hiver, il raconte d'ailleurs sa rencontre avec un ours, ce genre de choses très sympathiques qu'on ne connaît plus, nous, en France. Avec un moujik, un paysan, qui, un soir de beuverie, lui raconte comment il a assassiné 2 vieillards pour leur soutirer leur trésor. Toutes sortes de rencontres, la rencontre aussi avec des commissaires politiques qui par un quiproquo, en réchappent de justesse. Sa rencontre avec l'Extrême-Orient, puisque Ossendowski va fuir par l'Asie, à la différence de beaucoup qui se retrouveront taxis à Paris, parfois même en ayant été princes de toutes les Russies, ils seront taxis sur les grands boulevards. Lui, non, fuira vers l'Orient et il ira Et vers le sud, en fait. Jusqu'à Ourga, c'est ça. Il rencontre là le fameux baron fou. Le baron Ungern-Sternberg, qui était le dernier résistant. Et qui avait fait lui aussi le pari de partir vers le sud, vers l'Inde, en fait, vers le Népal. Alors qu'une des armées partait vers le sud-ouest et ensuite, pour beaucoup de ces officiers blancs se sont retrouvés en France, justement. Une partie partait vers l'est. Cette colonne partie à l'est n'y arrivera pas. D'ailleurs, c'est
le choix qu'a fait une partie de la troupe d'Ungern, qui sera totalement décimée en partant à l'est, et ceux qui feront le chemin vers le sud totalement, pour quelques-uns en réchapperont. Et c'est le cas justement de notre héros. Ossendowski, oui, armé Ungern-Sternberg, dont le projet est de se faire se lever le soleil jaune de l'Asie contre l'étoile rouge du communisme chinois. Ferdinand Ossendowski, à travers son ouvrage, va vraiment parler de son amitié très glaciale même avec Ungern-Sternberg, puis surtout ce combat contre les Rouges. Ce combat contre les Rouges qui va être mené donc par ce fameux général, lui-même bouddhiste, lié à son père. C'est contre le matérialisme rouge qu'il faut se battre, et c'est pour ça qu'il va rétablir cette spiritualité qui est promue par les Bouddhas vivants de Mongolie. Et là, c'est pour faire le lien avec Alexandre sur cette terre qui, effectivement, en rapport avec la verticalité, est très animiste. C'est un peuple qui est toujours lié aux dieux, aux démons, ce qui va pouvoir parfois sauver la vie de Sendowski. Il va jouer un peu avec ces démons pour leur dire ne me tuez pas puisque le démon sera en colère. Il y a un aspect intéressant aussi à la vie d'Ungern-Sternberg, c'est qu'il est d'origine balte, il est d'une maison d'origine teutonique même. Hein, une vieille noblesse teutonne, absolument. Et là aussi, c'est ces forêts impénétrables de Poméranie, ces forêts si vertes qu'elles en deviennent noires, n'est-ce pas, ces forêts presque des murs de bois qui se hissent aux abords immédiats des villes, et où l'homme civilisé dont parlait Alexandre tout à l'heure est entièrement perdu. Et Ungern va retrouver en fait cette sauvagerie, cet aspect primal de l'âme humaine dans les déserts de Gobi, le désert de Gobi de Chine, de la Mongolie extérieure. Il va y avoir de merveilleuses descriptions d'ailleurs de traversées de déserts dont parle Ossendowski dans cet ouvrage, des déserts meurtriers, puisqu'on n'y rencontre pas seulement des scorpions ou des bêtes sauvages. Il décrit par exemple un épisode où des chiens sauvages se ruent sur eux et ils manquent bien tous d'y périr. Il y a aussi la rencontre avec les moines assassins, parce que des moines bouddhistes armés de fusils passaient leur temps à détrousser les voyageurs, à s'entretuer entre eux pour des questions de succession dynastique. Contrairement à l'image d'Épinal, le moine bouddhiste n'est pas un moine pacifique. Les bouddhistes sont des gens qui peuvent être extrêmement violents. Ils ont une doctrine de la guerre, de la violence. Les moines sont, d'ailleurs tout le monde le sait très bien en fait, pratiquent les arts martiaux et sont donc des guerriers. Absolument. Et donc on va avoir tous ces aspects racontés par ce Polonais très policé au départ, et qui va avoir ce regard un peu émerveillé devant la sauvagerie de l'Asie, d'Ungern-Sternberg, de la Mongolie nouvelle, puisqu'il va tenter la constitution d'un empire sur les ruines déjà anciennes de celui de Gengis Khan. Chers amis, nous allons passer à la pause musicale. On se retrouve après. Ça se passe dans la Grande Russie en 1919. Par les villes et par les champs, à la fête de Denikine, marchaient les partisans blancs. À la fête de Denikine, marchaient les partisans blancs. Sabrant les troupes bolcheviques et ralliant les Atamans. Dans leurs campagnes épiques, ils traquaient Trotsky tremblant. Dans leurs campagnes épiques, ils traquaient Trotsky tremblant. C'est pour la start de Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. On crie vive la start Russie. Nous écraserons les bolcheviks. Au galop des chevaux cosaques, nous libérons la patrie. Au galop des chevaux cosaques, nous libérons la patrie.
gloire est immortelle, volontaire au pied blanc, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, la honte de l'Occident. Vous venez d'écouter Les Partisans Blancs, et c'est justement l'occasion d'évoquer d'autres groupes qui ont fait ce recours à la forêt. Je pense immédiatement, puisqu'on en parlait à l'instant pendant la pause musicale, à ces Cosaques, Alexandre. Les Cosaques, même s'ils n'incarnent pas vraiment le recours à la forêt, parce que c'est un corps de troupes organisé qui obéit à un pouvoir légitime, en tout cas jusqu'à la révolution bolchevique, encore qu'ils combattront avec une autre figure intéressante en Ukraine, sous les ordres de Makhno, l'anarchiste Makhno, avec ses troupes cosaques, qui luttera contre les bolcheviks rouges, comme quoi tous les hommes de bon sens se retrouvent face à la pourriture bolchevique. Celui qui fait le recours aux forêts est un rebelle, et c'est donc un combattant. Il s'agit de combattre, il ne s'agit pas de retraite purement spirituelle, même si on a vu tout l'aspect spirituel que pouvait recouvrer la forêt, même symbolique. Il s'agit de combattre. On se retrouve d'abord, et ensuite on repart. La forêt est la tanière, le refuge qui permet d'organiser les raids contre la société abhorrée. On se retrouve, en fait, on se regroupe dans les clairières, et on repart à l'assaut de la grande machine. Oui, s'agissant de l'aspect spirituel de la forêt, une œuvre qu'on a évoquée tout à l'heure, que ce soit Au cœur des ténèbres, le livre de Conrad, ou Apocalypse Now, le film inspiré du livre de Conrad, relatent tous les deux un cheminement vers le cœur de la forêt. Et plus le héros s'approche du cœur de la forêt, plus il s'approche du cœur de la folie. C'est une remontée vers les ténèbres, comme dit Conrad, mais c'est une remontée vers la folie. Et en fait, cette forêt est l'image, dans ces deux œuvres, de l'inconscient humain. Et comme chez Freud, on redescend, couche par couche, vers les abysses de noirceur, de folie de l'âme humaine. Et c'est magnifiquement mis en scène pour ceux qui ne connaissent pas, mais je crois que tous nos camarades qui nous écoutent doivent connaître. En tout cas, c'est un impératif catégorique pour le militant de la révolution conservatrice, c'est que d'avoir vu Apocalypse Now, et pourquoi pas d'avoir lu, mais c'est moins important, Au cœur des ténèbres. Mais voilà une belle allégorie de la forêt comme lieu spirituel, mais en l'espèce, lieu spirituel plutôt négatif, sombre, et justement qui sombre vers la folie. Oui, il y a dans le film en particulier Apocalypse Now, surtout dans sa version complète, sa version Redux, sans les coupures du réalisateur, aussi une remontée du temps, à mesure que le héros remonte le fleuve vers ce cœur de la forêt dont vous parliez, Alexandre, il remonte aussi les époques, puisqu'il part du monde américain très progressiste, très mécanisé, très appareillé, vers d'abord les colonies françaises de la NAM. On arrive dans une plantation d'EVA merveilleusement reproduite à l'écran, avec des Français en chèche, avec des chapeaux de brousse, avec des magnifiques Français comme seuls les Américains sont capables de les filmer. En dehors d'un ou deux très beaux films, je pense au Crabe-Tambour, l'armée française est rarement bien filmée par la France, qui n'aime pas ses militaires. Ici, les Américains montrent effectivement cette plantation et ces soldats français qui émergent de la brume et qui sont de toute beauté. Et on ne peut que frémir, nous, patriotes, nationalistes français, à cette évocation, qui sont parmi les grandes heures de gloire de la France, et surtout qui a su développer une amitié très profonde avec ces peuples, malgré l'abandon, comme d'habitude, des communistes, des socialistes, des francs-maçons, de tous les traîtres de l'anti-France, comme dirait Maurras. Oui, d'ailleurs on voit une scène familiale, un dîner familial où tout le monde mange dans une vaisselle antédiluvienne, avec des robes de soirée, un décorum très parisien au cœur de cette plantation indo-chinoise. C'est un moment, vraiment une résurrection d'un moment de la France d'outre-mer. Ensuite, on remonte encore le temps
vers la sauvagerie, puisqu'on va croiser des tribus de montagnards indigènes qui se battent avec des arcs et Avec des flèches. des flèches qui attaquent le rapido, je crois qu'on l'appelle comme... je me rappelle plus du nom du bateau, qui remonte, mais qui était un bateau de guerre moderne, avec une mitrailleuse, etc., qui se fait assaillir de flèches, de saguets. Et on remonte ainsi jusqu'au colonel Kurtz, qui lui représente justement la folie archaïque et qui a soumis toutes les peuplades du cœur de la jungle Oui, et qui, à son propre délire. Et qui est une sorte de dieu. oui, qui est le roi blanc de la forêt, ce mythe qui court dans tout un ensemble d'œuvres littéraires et cinématographiques. On pense aussi, puisqu'on parlait de l'Indochine, au travail d'un Schoendorfer sur le roi d'au-delà des nuages, où c'est un peu ces figures-là des blancs perdus au cœur de la forêt là d'Asie, Au cœur des ténèbres de Conrad, au cœur de la forêt du Congo, puisque l'intrigue initiale Au cœur des ténèbres se passe au cœur du Congo belge. Remonte le fleuve Congo d'ailleurs. Absolument, et on voit bien là le génie d'un Coppola d'adapter une histoire du 19e siècle au cœur de l'Afrique noire dans le continent jaune. Oui, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Rares sont les films qui dépassent le livre qui les a inspirés. C'est absolument le cas pour Apocalypse Now. Vous vouliez aussi évoquer rapidement la présence de la forêt dans l'œuvre de Tolkien. Oui, c'est la même matière. La forêt de Tolkien est de deux ordres. Il y a la forêt noire, la forêt maudite, la forêt que traversent les hobbits qui recèlent, encore une fois, les créatures archaïques, alors qu'elles soient mauvaises ou bonnes. D'ailleurs, Tom Bombadil, qui est un esprit bon dans l'œuvre de Tolkien, est lui-même seigneur et maître d'un petit arpent au milieu d'une forêt. Et il se transforme en ours, si mes souvenirs sont bons, pour aller justement dominer les créatures de la forêt. Alors, c'est le séjour des elfes sylvains, donc des elfes de la forêt, de Galadriel et de son époux, au contraire des elfes, disons, civilisés, urbains, comme Elrond, qu'on voit à Foncombe. Eux sont plus sauvages d'une certaine manière, plus archaïques, encore une fois. On est toujours dans cet archaïsme de la forêt, mais évidemment, ce sont des elfes, des êtres purs, donc ils subliment cette forêt qui est devenue un habitat organique, naturel. Une sorte de symbiose entre Exactement, les elfes il y et a leur forêt. symbiose. Là, on est à l'inverse des créatures, des araignées qui peuplent la forêt maudite. Nous sommes avec les elfes. La forêt est également défendue par d'autres créatures très positives. Évidemment, les Ents, qui sont les bergers de la forêt. Ce sont ces arbres marcheurs. Les hommes arbres qui défendent cette forêt et qui sont en lutte, pour le coup radicale, avec le monde du sorcier Saruman et de ces créatures, les gobelins et autres types d'orques, qui eux détestent la forêt, ces arbres, et qui l'attaquent à coups de hache pour alimenter les feux de la forge, de l'industrie et de la métallurgie. Là, on voit que la pensée de Tolkien est évidemment une critique des débuts de la société industrielle qui ont défiguré l'Angleterre de son enfance. Absolument, mais la forêt reste dans son œuvre ambivalente. Elle est porteuse des deux extrêmes, à la fois de la symbiose entre les plus belles créatures et la plus belle nature, et en même temps de la nature la plus déchue, la plus noire. Il y a d'ailleurs une forêt noire, une forêt maudite, qui est le cœur d'où vient le mal au début. Julien. Ce qui est très beau chez Tolkien, c'est que justement, avec la figure des Ents, que la forêt est vivante. Et si vous êtes allé en forêt, et si vous avez passé des nuits en forêt, vous l'avez vécu. La forêt est vivante et elle est puissante. Et finalement, chez Tolkien, et c'est un signe d'espérance très beau, c'est la forêt qui finit par vaincre justement ce monde de la technique. Ce monde de la technique initié par Saruman qui va finir par défigurer la comté, où à la fin de Bilbo le Hobbit, des semi-orques déambulent dans la comté et la ravagent. Et d'ailleurs, le livre s'achève sur la replantation de la comté par Sam, le fidèle jardinier de Bilbo et le fidèle serviteur de Frodon, qui s'est vu remettre comme cadeau par Galadriel une petite boîte de terre qui permet de féconder à nouveau la terre de comté en y plantant des arbres. On peut revenir à des considérations plus prosaïques que certainement nous avons
une lueur d'espoir chez nous, en France, aujourd'hui. À chaque fois que je me promène en France, je me dis que la France est grande, la France est vide. Alors on y met quelques migrants aujourd'hui, ce qu'on appelle les migrants, donc par paquet. Dans ma région du Loiret, en sont arrivés une 50aine ce matin. Mais qu'importe, ces gens-là n'ont aucune attache avec ces pays. Ils vivront de quelques subsides de l'État, donc de nos impôts. Et il est grand temps que justement nous cessions de payer les impôts, ou en tout cas que nous fassions sécession intérieure et peut-être demain extérieure, et d'aller réoccuper ces espaces, d'aller nous y réimplanter. Il n'est pas besoin de véritables forêts pour faire ce recours aux forêts, simplement d'aller dans un village, le reconquérir à notre manière, s'y implanter politiquement, économiquement, y créer une école, une paroisse. Et pourquoi pas y devenir maire? Et pourquoi pas y devenir maire, et pourquoi pas commencer de là-bas, de loin, parce qu'en plus, avec l'accélération du temps et des transports, tout ce qui n'est pas sur une ligne de TGV semble immensément loin des centres-villes et n'est que de peu d'intérêt pour les gens qui nous gouvernent. Donc nous avons là d'immenses espaces à reconquérir. Nous parlons souvent des nouvelles féodalités, c'est à nous de les imposer. Imposons de nouvelles féodalités, créons nos propres centres de pouvoir, d'ordre, à l'écart, dans nos forêts à nous. Chinois? Je pense à 2 exemples. Rapidement, un exemple récent, c'est la résistance avec le maquis du Vercors, mais surtout je pense aux Chouans, à ces fameux Chouans qui se sont battus contre les colonnes infernales à l'époque, qui se sont regroupés, et là avec 2 ouvrages importants, 1793 de Victor Hugo et les Chouans de Balzac. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de se regrouper pour combattre. Le traité du rebelle a un rapport avec ces Chouans, avec ces Cosaques, avec les Haïdouks, avec les résistants de la Seconde Guerre mondiale, ce recours aux forêts toujours pour combattre. Oui, qu'il s'agisse d'ailleurs du Vercors qui nous inspire au plus haut point, et aussi ce Werwolf allemand qui s'est opposé à l'invasion américano-soviétique de l'Europe. Un mot de conclusion avant que nous passions à la chronique, Alexandre. Il y a toujours des Cosaques aujourd'hui, il y a des Haïdouks, il y a des gens qui font des recours aux forêts. Je pense à une figure intéressante que vous aimez beaucoup, Monsieur K. Je pense au commandant Massoud, par exemple, en Afghanistan. Et il incarne, à l'époque contemporaine, ce type de Haïdouk, de combattant libre, qui fait son recours alors, à la montagne, aux forêts. Vous l'avez bien compris, c'est la même chose. Julien. Oui, pour dire un mot de conclusion, je voudrais souligner que Junger décrit 3 forces de résistance pour le rebelle, qui sont l'art, la philosophie et la théologie, indispensables donc pour le rebelle, pour savoir qui il est et pour pouvoir combattre. C'est l'heure de la chronique. Chers auditeurs, je laisserai ce soir à Maurice Barrès le soin de faire cette chronique, puisque je vais vous lire les premières pages de son roman « La colline inspirée ». Sur la colline de Sion, en Lorraine, les frères Bayard, 3 religieux, revivifient un lieu de pèlerinage marial. Sous l'influence de l'hérésiarque Vintras, Sion et la petite communauté deviennent le symbole de la puissance du lieu, des racines de cette terre lorraine, dans une sorte de symbiose entre la puissance du lieu et la puissance du culte. Citons maintenant Maurice Barrès. Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion religieuse. L'étroite prairie de Lourdes, entre un rucher et son gave rapide, la plage mélancolique d'où les Saintes Maries nous orientent vers la Sainte Baume, l'abrupte rocher de la Sainte Victoire, tout baigné d'horreurs dantesques quand on l'aborde par le vallon aux terres sanglantes, l'héroïque Vézelay en Bourgogne, le Puy de Dôme, les grottes des Hésies où l'on révère les premières traces de l'humanité, la lande de Garnac qui parmi les bruyères et les ajoncs dresse ses pierres inexpliquées, la forêt de Brocéliande pleine de rumeurs et de feux follets où Merlin par les jours d'orage gémit encore dans sa fontaine, Alice Saint-Traine et le mont Auxois, promontoire sous une pluie presque constante, hôtel où les Gaulois moururent aux pieds de leur dieu, le mont Saint-Michel qui surgit comme un miracle des sables mouvants, la noire forêt des Ardennes, toute inquiétude et mystère, d'où le génie tira, du milieu des bêtes et des fées, ses fictions les plus aériennes. Don Rémy, enfin, qui porte encore sur sa colline son bois chenu, ses 3 fontaines, sa chapelle de Bermond, et près de l'église, la maison de Jeanne. Ce sont les temples du plein air. Ici, nous éprouvons soudain le besoin de briser de chétives entraves pour nous épanouir à plus de lumière. Une émotion nous soulève, notre énergie se déploie toute, et sur 2 ailes de prière et de poésie,
s'élance à de grandes affirmations. Tout l'être s'émeut, depuis ses racines les plus profondes jusqu'à ses sommets les plus hauts. C'est le sentiment religieux qui nous envahit. Il ébranle toutes nos forces. Mais craignons qu'une discipline lui manque, car la superstition, la mystagogie, la sorcellerie apparaissent aussitôt, et des places, désignées pour être des lieux de perfectionnement par la prière, deviennent des lieux de sabbat. C'est ce qu'indique le profond Goethe, lorsque son Méphistophélès entraîne Faust sur la montagne du Harz, sacrée par le génie germanique, pour y instaurer la liturgie sacrilège du Walpurgisnachtstraum. D'où vient la puissance de ces lieux? La doivent-ils au souvenir de quelques grands faits historiques, à la beauté d'un site exceptionnel, à l'émotion des foules qui du fond des âges y vinrent s'émouvoir? Leur vertu est plus mystérieuse. Elle précéda leur gloire et saurait y survivre. Que les chaînes fatidiques soient coupées, la fontaine remplie de sable et les sentiers recouverts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir. La vapeur de leurs oracles s'exhale, même s'il n'est plus de prophétesse pour la respirer. Et n'en doutons pas, il est de par le monde infiniment de ces points spirituels qui ne sont pas encore révélés, pareils à ces âmes voilées dont nul n'a reconnu la grandeur. Combien de fois, au hasard d'une heureuse et profonde journée, n'avons-nous pas rencontré la lisière d'un bois, un sommet, une source, une simple prairie, qui nous commandait de faire taire nos pensées et d'écouter plus profond que notre cœur. Silence, les dieux sont ici. Illustres ou inconnus, oubliés ou à naître, de tels lieux nous entraînent, nous font admettre insensiblement un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à l'ordinaire notre vie. Ils nous disposent à connaître un sens de l'existence plus secret que celui qui nous est familier. Et, sans rien nous expliquer, ils nous communiquent une interprétation religieuse de notre destinée. Ces influences, longuement soutenues, produiraient d'elles-mêmes des vies rythmées et vigoureuses, franches et nobles comme des poèmes. Il semble que, chargées d'une mission spéciale, ces terres doivent intervenir, d'une manière irrégulière et selon les circonstances, pour former des êtres supérieurs et favoriser les hautes idées morales. C'est là que notre nature produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des grandes croyances. Un rationalisme, indigne de son nom, veut ignorer ces endroits souverains, comme si la raison pouvait mépriser aucun fait d'expérience. Seuls des yeux distraits ou trop faibles ne distinguent pas les feux de ces éternels buissons ardents. Pour l'âme, de tels espaces sont des puissances comme la beauté ou le génie. Elle ne peut les approcher sans les reconnaître. Il y a des lieux où souffle l'esprit. Chers amis auditeurs, vous étiez à l'écoute de Fréquence Orage d'Acier, et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, Tu dois combattre! Crawl along the edge of a straight razor. That's my dream. It's my nightmare. Crawling, slithering along the edge of a straight razor and surviving. Transmission 11, received 68, December 30, 0500 hours, Sector King, Zulu King. But we must kill them. We must incinerate them. Pig after pig. Cow after cow. Village after village. Army after army. And they call me an assassin. What do you call it when the assassins accuse the assassin? They lie. They lie, and we have to be merciful for those who lie. Those nabobs. I hate them. I do hate them. I remember when I was with Special Forces. Seems 1,000 centuries ago. We went into a camp to inoculate
some children. We left the camp after we had inoculated the children for polio. And this old man came running after us, and he was crying. He couldn't say. We went back there, and they had come and hacked off every inoculated arm. There they were in a pile of little arms. And I remember I cried, I wept like some grandmother. I wanted to tear my teeth out. I didn't know what I wanted to do. And I want to remember it. I never want to forget it. I never want to forget. And then I realized, like I was shot with a diamond bullet right through my forehead. And I thought, my God, the genius of that. The genius, the will to do that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. And then I realized that they were stronger than we, because they could stand it. These were not monsters. These were men, trained cadres. These men who fought with their hearts, who have families, who have children, who are filled with love. That they have the strength to do that. If I had 10 divisions of those men, then our troubles here would be over very quickly. You have to have men who are moral and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling, without passion, without judgment. Because it's judgment that defeats us. The bloodlust. They say, all the men that I've read about, they say that the human animal is the only one that has bloodlust. Killing without purpose, killing for pleasure. You can see light through this. It's irresistible when a bee discovers honey. He is irresistibly driven. My friend laughs. He's my critic. My only critic. Perhaps outside of myself. It takes bravery. The deepest bullets are not to be feared. Phosphorus, napalm are nothing to be feared, but to look inward, to see that twisted mind that lies beneath the surface of all humans, and to say, yes, I accept you. I even love you because you're a part of me. You're an extension of me. It's our time to grab this moment in history. It's our time to teach.